Dans ce TP, on va voir comment configurer et appliquer une ACL. Sur notre topologie, les deux PC peuvent communiquer ensemble sans problème. Pour vérifier, on se met sur le PC1 et on lance un ping vers le PC2. Ça fonctionne. Et si on teste dans l'autre sens à partir du PC2 vers le PC1, ça marche aussi. La communication est bonne parce que nous avons configuré le routage statique entre les deux routeurs. Pour voir le fonctionnement d'une ACL, on va paramétrer notre premier routeur pour que les PC 1 et 2 puissent l'administrer et on va créer une ACL qui interdira le réseau du PC 2 de s'y connecter. Actuellement, si on se met sur le PC 1 et qu'on tente de se connecter sur le premier routeur en faisant un telnet 192.168.0.254, la connexion est refusée. C'est parce qu'il n'est pas configuré pour accepter ce type de connexion. Connectez-vous sur le premier routeur et en mode de configuration globale, faites un line VTI 04. Les lignes VTI sont des accès virtuels pour pouvoir se connecter à distance avec Telnet sur le terminal du routeur. Pour activer ces canaux, il faut définir un mot de passe. On va choisir Cisco 123. Pour ça, tapez la commande password Cisco 123, puis activez le contrôle du mot de passe avec la commande login. Maintenant, retournez sur le PC1 et rappelez votre dernière commande Telnet. Cette fois-ci, on vous demande de vous authentifier. Tapez le mot de passe et validez. Vous êtes maintenant connecté en Telnet sur le routeur à partir du PC1. Pour quitter cette connexion et revenir sur l'invite de commande du PC, il suffit simplement de taper Exit. Maintenant, testez la connexion Telnet à partir du PC2. Vous pouvez faire soit un Telnet 192.168.0.254 ou bien un Telnet 2.2.2.1. C'est pareil, vous devriez voir que la connexion est bonne. Admettons que nous ne souhaitons pas que le réseau du PC2 puisse se connecter sur la CLI du premier routeur. Pour ça, on va devoir créer une ACL qui autorise le réseau du PC1 et une autre qui refuse celui du PC2. Connectez-vous sur le premier routeur et en mode de configuration globale, on va créer notre première access list. On va commencer par autoriser le réseau du PC1. Faites un access list 10, qui est le numéro de notre ACL, suivi de permit pour autoriser le trafic et le réseau 192.168.0.0 suivi du masque inversé en 3x0.255. Voilà pour la première ACL. La seconde devra interdire le réseau du PC2. On procède de la même manière avec surtout le même numéro d'ACL. On fait un access list 10 DENI 192.168.2.0 3x0.255. Maintenant que notre ACL est créé, il ne reste plus qu'à l'appliquer aux lignes VTI. Pour ça, on se connecte dessus avec la commande line VTI 04 et on fait un access class 10 suivi de in pour indiquer qu'il s'agit du trafic entrant. Pour vérifier, on va d'abord regarder que notre PC1 a toujours accès à l'administration du routeur. On voit que rien n'a changé. Et on va maintenant tester du côté du PC2. On voit que la connexion est refusée par le routeur. Si vous retournez sur le routeur et que vous faites un show running config, on voit bien le détail de notre ACL numéro 10 et qu'elle est affectée aux 5 lignes VTI, de 0 à 4, car le 0 compte pour un accès VTI.
Alors la deuxième ACL, celle qui refuse le réseau du PC2, n'était pas forcément obligatoire, car implicitement il y a toujours une règle qu'on ne voit pas sur chaque ACL qui refuse tout autre trafic. Mais c'est bien de la mettre, car comme ça on peut avoir des logs sur les différentes tentatives. Par exemple, si vous faites un show access list 10, on peut voir que du trafic a matché avec notre ACL de déni du réseau en 192.168.2. Si vous avez essayé d'aller plus loin dans la connexion avec le routeur à partir du PC1, vous avez sans doute remarqué qu'on ne pouvait pas accéder au mode privilège. Eh bien, c'est parce qu'aucun mot de passe n'est défini pour protéger cet accès. Il existe deux commandes pour protéger l'accès Enable. Il y a la commande Enable Password et Enable Secret. On va plutôt utiliser la fonction secret. Connectez-vous sur le premier routeur et en mode de configuration globale, tapez Enable Secret Cisco 456 qui sera notre mot de passe pour accéder au niveau supérieur. Maintenant, retournez sur le PC1 et reconnectez-vous au routeur avec le mot de passe Cisco 123, puis tapez Enable suivi du mot de passe qu'on vient de créer, qui est Cisco 456. Vous devriez être en mode privilège. Si vous faites un show running config, vous pouvez afficher la conf du routeur à partir du PC. Avant de quitter, n'oubliez pas de sauvegarder la running config sur la startup config de l'ensemble de vos équipements avec la commande copy. Pour ce TP, vous pouvez sauvegarder que le premier routeur puisqu'on n'a pas touché aux autres. Le service DHCP permet au périphérique d'un réseau d'obtenir automatiquement des adresses IP et d'autres informations à partir d'un serveur DHCP. Ça permet d'automatiser l'affectation des adresses IP, des masques de sous-réseau, des passerelles par défaut et d'autres paramètres de réseau IP. Un fournisseur de services Internet peut soit fournir une adresse statique à configurer sur l'interface connectée à Internet de son propre routeur, ou bien une adresse dynamique qui sera attribuée automatiquement par DHCP. Sur de grands réseaux où il y a beaucoup d'utilisateurs, le DHCP est conseillé. Grâce à lui, si de nouveaux utilisateurs arrivent, ou bien s'il y a une migration de PC, l'admin réseau n'aura pas à configurer manuellement les paramètres IP des postes informatiques. Elles seront attribuées automatiquement par le DHCP. Si le fournisseur d'accès à Internet utilise son propre DHCP pour fournir une IP à l'interface côté Internet du routeur de son propre LAN, alors aucune configuration manuelle n'est à faire. L'interface côté du file sera configurée pour fonctionner comme un client DHCP. C'est-à-dire que le routeur demandera lui-même une adresse IP au fournisseur d'accès à Internet. Et parfois, les adresses sont attribuées par le fournisseur en statique, c'est-à-dire sans DHCP. Dans ce cas, si le fournisseur fournit une adresse IP statique sans DHCP, il faudra la configurer soi-même sur le routeur. Admettons que le file nous attribue l'IP statique 221.118.50.225 avec un masque en /27. Dans ce cas, il y aura deux choses à faire. La première est de configurer l'adresse IP statique sur l'interface du routeur qui est du côté du file. Ici, c'est la GI00. Et la deuxième chose à faire est de configurer une route par défaut qui transmettra tout le trafic destiné à Internet vers l'interface qui est à l'autre bout du routeur, c'est-à-dire chez le fournisseur d'accès à Internet. La gestion d'un réseau peut prendre beaucoup de temps. Les utilisateurs du réseau se déplacent régulièrement, de nouvelles personnes arrivent et d'autres partent. À chaque changement ou déplacement d'utilisateur, cela demande du travail à la personne qui s'occupe de l'informatique. Selon le nombre d'utilisateurs, leur configuration manuelle des adresses IP sur le réseau sont pratiquement impossibles. Le service DHCP permet de diminuer considérablement cette charge de travail car il attribue automatiquement une adresse IP à partir d'un pool d'IP qu'on lui aura défini. Mais il ne fait pas que ça. En plus, il automatise aussi le paramétrage des masques de sous-réseau, des passerelles par défaut et aussi d'autres paramètres réseau. Le DHCP repose sur un modèle client-serveur. Le serveur attribue les adresses IP et paramètres de façon dynamique au client. Quand on dit client, ça peut être un PC, un téléphone IP, une imprimante,
En gros, tout périphérique de terminaison qui demande ses propres paramètres au serveur DHCP. Tout appareil où il est possible de lui mettre une IP a la possibilité d'utiliser le DHCP pour obtenir sa propre configuration IP. En DHCP, il y a 3 mécanismes d'allocation d'adresses de base. On a l'affectation dynamique des adresses IP. C'est le type d'attribution d'IP la plus courante. On va prendre comme exemple le réseau de chez nous avec un PC raccordé à un routeur Freebox qui fait lui-même DHCP. Dès que le PC démarre, le service client DHCP déclenche un broadcast du type DHCP Discover qui inclut l'adresse MAC du client. Si un serveur DHCP est en écoute sur le même sous-réseau, il répondra avec un message du type DHCP Offer. Et comme son nom l'indique, ce message offrira une adresse IP non utilisée à partir d'un pool d'adresses qui se trouve sur le serveur DHCP. Pour accepter l'adresse que le serveur lui aura proposée, le client répondra avec une trame DHCP Request. Le serveur marquera alors l'adresse IP comme étant utilisée dans sa base de données et enverra un message de type ACK au client pour confirmer cette attribution. Ensuite, le serveur démarre son compte à rebours. C'est une minuterie d'allocation de l'adresse. Lorsque ce temps d'allocation est terminé, le serveur DHCP peut récupérer l'adresse et la renvoyer à son pool d'IP pour la distribuer plus tard à un autre hôte. Le second mécanisme est l'affectation automatique d'adresse IP. Il est très similaire à l'affectation dynamique, sauf que le temps de location, le lease timer, est défini pour ne jamais expirer. Ça permet au client DHCP d'être toujours associé à la même adresse IP. Et nous avons l'affectation statique, qui permet à un hôte de rester joignable à une IP qu'on aura au préalable choisie et configurée statiquement dans la base de données du DHCP. Cette affectation est très utilisée sur les imprimantes et serveurs ou tout appareil qui doit rester joignable à une seule et même adresse. Une entrée statique est créée dans la base de données DHCP qui mappe l'adresse IP avec la MAC adresse. Cette IP sera ensuite retirée du pool DHCP. Nous avons vu qu'un fournisseur de services à Internet pouvait donner une IP statique à configurer soi-même sur l'interface de notre routeur côté Internet. Dans d'autres cas, une IP peut être fournie par le DHCP. Si le fournisseur d'accès utilise un DHCP pour distribuer une IP à notre interface GI00, alors aucune adresse ne pourra être configurée manuellement. L'interface connectée à Internet sera configurée pour fonctionner comme un client DHCP. La commande IP adresse DHCP faite sur l'interface de sortie lui permet d'effectuer sa propre demande d'IP au fournisseur.